Donc c'est le combien déjà ce machin 2,10 c'est ça 13. Bon, alors 2,13. On va coller 2 cubes. Je sais pas pourquoi je ne vois rien. Mais il met sur mes yeux. Donc, on va avoir 2 cubes qui vont se foutre à côté. Donc j'ai un cube numéro 1, un gros cube. Et puis j'ai un cube numéro 2 qui est un plus petit cube. Il ne se colle pas tout à fait. Première question, on va appeler ça le cube A. Et puis ça le cube B, comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va représenter ici F AB. Et puis ici FBA. Alors, vous avez un truc simple quand même que vous avez appris quand vous étiez tout petit et qu'on oublie tous, y compris moi. La première fois que j'ai fait ce problème, je me suis foutu dedans parce que j'ai oublié ce principe. Le principe de l'action et de la réaction. Le principe de l'action et de la réaction. Alors, ce principe-là, il va quand même vous dire tout de suite que le module de FAB est égal au module de FBA. Ça, c'est tout bête. Ce principe-là, il vous dit que si j'appuie sur un truc, le truc appuie sur moi avec la même force. Ce qui est assez normal, parce que si j'appuyais plus fort que l'autre appuie, ben, ça descendrait. Hein. Ou inversement, ça remonterait. Hein. Donc, c'est assez logique que ça soit le même. Donc, c'est le principe d'action et la réaction. Ça, c'est un truc tout bête. Alors, c'est important dans ce problème, hein, parce que ça, vous allez voir que ça fait quelque chose de... Alors, inversement, vous pouvez imaginer que c'est pareil en mouvement, parce que si vous imaginez un truc en mouvement avec le gros cube poussé plus fort que le petit cube, ben, ça accélérerait. D'accord. Donc ce qui fait que ça roule à la même vitesse, c'est que le petit cube, enfin, ça paraît logique. Si votre siège de voiture poussait plus fort que ce que vous appuyez sur le siège de voiture, vous vous retrouvez dans le tableau de bord. Okay. Alors, déterminer l'accélération du système ainsi que les forces FBA et FAB. Alors, le truc, il a une force qui le pousse au cul, là, qui est comme ça. D'accord. Voilà, alors en fait, une fois que j'ai fait... Alors, il faut que je mette les masses quand même, donc on va appeler ça MA et ça MB. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai à peu près tout pour résoudre mon problème, et je vais rajouter des choses dessus. Donc la première question, alors c'est la question 1, la question 2, alors on va considérer le système A plus B. Alors pourquoi? Parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que le principe de la dynamique, il vous dit qu'on regarde les forces qui sont extérieures au système. Alors le problème de cet exercice qui est marrant, c'est qu'on peut passer son temps à écrire des trucs qui sont très justes et qui finalement ne servent à rien. Alors, quand on dit que c'est extérieur au système, il faut d'abord définir le système, sinon on ne peut pas dire que si c'est extérieur au système. Alors le système que je vais prendre, A plus B, ça veut dire que mon système, je vais dire que c'est ça. D'accord, ça c'est le système A plus B. Alors là, je peux appliquer ma relation fondamentale de la dynamique, ou un deuxième principe de Newton, là je ne sais plus comment vous l'appelez. Bref, ce truc-là, il nous dit quoi? Il nous dit simplement que MA plus MB, c'est quoi cette bêtise que j'ai sélectionnée? C'est ça. Il me dit simplement que MA plus MB fois l'accélération totale. D'accord? Donc A, c'est l'accélération totale. Alors évidemment, bon, je pense que c'est évident pour tout le monde, on a un système rigide, donc l'accélération de l'ensemble est égale à l'accélération de A est égale à l'accélération de B. Ça, on est d'accord. Eh bien, ça, c'est égal à F, par définition. Alors, il n'y a qu'une force extérieure, si je considère mon système dans la globalité. F de B sur A et F de A sur B, ils disparaissent. Ça, c'est des forces internes. D'accord. Quand on considère un bonhomme qui saute d'un escabeau, on ne considère pas la force de sa vertèbre sur son dos et de machin truc. On considère la force sur le bonhomme et on ne considère pas toutes les forces internes à son corps. Là, c'est pareil. Je vais définir un système A plus B. Je ne considère pas les forces internes à mes deux cubes. Et donc, j'arrive simplement au résultat. On vous demandait l'accélération, je crois. Vous arrivez simplement au résultat très simple que l'accélération
c'est la force divisée par MA plus MB. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Le seul truc qu'il fallait comprendre là, c'est que quand je prends le système global, eh bien finalement, j'arrive à la seule force extérieure, c'est grand F. Alors maintenant, on vous demande F, AB et FBA. Alors, la première chose, c'est que de toute façon, c'est les mêmes, donc on n'a pas trop à s'emmerder. Donc on va en calculer une seule des deux. D'accord ? Alors, par exemple, on va prendre, on va considérer le cube, je sais pas, le plus marrant, c'est quoi, c'est le cube B, par exemple. On va prendre le système, on va prendre le cube B. Cube B. Bon, alors je prends le système, c'est le cube B. Alors, je vais dessiner à côté mon cube B, ça sera plus marrant. Donc, mon cube B, c'est lui. Alors si je regarde comme système le cube B, bon bah lui il a toujours une masse MB. Hein. Alors pour l'instant je n'ai pas dessiné tout ce qui est la réaction du sol, le poids, parce que vous voyez c'est tout vertical ça, donc c'est ce qu'on pense. Je les dessinerai dans les questions d'après où on parle des frottements. Okay, pour l'instant j'en tiens pas compte. Alors si je considère ce système là, finalement, ce qui appuie sur lui, finalement, c'est F B sur A. Ouais, A sur B, par contre, vous avez raison. Et puis, c'est tout. Alors si je regarde les forces extérieures, ben c'est tout, hein. J'en ai pas d'autres. D'accord ? J'en ai pas d'autres. Et vous trouvez à ce moment-là très simplement que F de A sur B est égal à MB fois G. D'accord ? Non, je vous dis comme bêtise. C'est égal à MB fois A. Fois A. Et si vous remplacez A par son expression, vous trouvez que c'est égal à... Vous trouvez que F à B est égal à MB sur MA plus MB fois grand F. Voilà. Alors au passage, vous pouvez remarquer que si vous faites MA est égal à MB, vous trouvez que la force est exactement égale à la moitié de la force totale. Si on ne peut pas répondre à cette question en utilisant, enfin, on fait somme des forces extérieures sur le cube 1, on fait somme des forces extérieures sur le cube 2, et puis on fait de l'autre Newton en parallèle. Si, vous pouvez. Alors, ce qui est marrant, par contre, vous allez voir, c'est que si vous faites maintenant la loi de Newton sur le cube 1, il ne faut pas oublier de faire. Là, vous avez. C'est pourquoi j'ai choisi le cube B, parce que le cube B, vous n'avez qu'une force. Ouais. Alors que là, il fait cube 2, vous avez F moins FBA. Et ça revient au même, en fait, à la fin. Alors, vous pouvez vérifier ça, qu'il faut bien trouver la même chose de l'autre côté. Pour tout le monde, c'est un exercice à faire qui est intéressant. Vous prenez l'autre système, c'est comme système le cube A, et puis vous vérifiez que vous trouvez bien le même résultat, parce que par définition, vous devez avoir FAB égale FBA. D'accord. Et donc, je vous dis, si vous faites FMA égale MB, vous trouvez un demi de F. Okay. Puis plus vous trouvez un MB qui est faible, plus vous trouvez que ça tend vers 0. Ce qui est logique aussi.
Alors, nous arrivons à... Donc si je reprends un petit peu mon petit bazar qui était là, vous trouvez simplement... Alors l'accélération, elle est où dans mon histoire? Elle est sous mon truc, là. Enfin vous la voyez, vous. Vous trouvez simplement... un F ici. Hein. D'accord. Donc si vous trouvez que l'accélération est nulle, vous allez trouver à ce moment-là que vous allez trouver simplement que la force ici va être égale à la force ici. D'accord? Parce qu'il suffit que vous fassiez la relation fondamentale de la dynamique, si vous voulez, sur le cube A. Alors on va refaire un petit dessin. Troisième question qui est intéressante, qui est maintenant... Troisième question, on suppose que les cubes sont arrêtés. On suppose que les cubes sont contre un mur. Alors qu'est-ce que ça veut dire que les cubes sont contre un mur? D'un point de vue de la physique. Accélération nulle. Voilà. Des cubes qui sont contre un mur, ça veut dire que l'accélération est nulle. D'accord? Il s'arrête contre le mur, donc l'accélération est nulle. Si on refait un petit dessin, vous obtenez la chose suivante. Cube rouge. Cube bleu. Et puis mur vert. Mur. Donc vous avez ici quelque chose qui est simple. Vous avez F ici. C'était en bleu, on a vu. Donc vous avez F ici. Vous avez ici FBA. Vous avez ici FAB. Et vous avez ici F mur. D'accord? Donc ça c'est le système A. Ça c'est le système B. Donc si on regarde que le système B, vous avez somme des forces qui est égale à MA, qui est égale à 0. Et donc vous obtenez simplement que F mur est égal à FAB. D'accord. Vous obtenez aussi que FAB est égal à FBA. Ça, c'est ce qu'on avait appris tout à l'heure. Et si vous regardez le système A, vous avez à nouveau somme des forces qui est égale à MA qui est égal à 0. Et donc vous obtenez que FBA est égal à F. Donc toutes les forces sont égales. Donc en fait, vous voyez que si mon cube est arrêté, eh bien finalement, toutes les forces sont égales. À l'intérieur du cube, la force sur le premier cube est complètement transmise. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand vous laissez le premier cube se barrer, si vous voulez, le fait qu'il puisse se barrer, ça réduit un petit peu la force qui est exercée sur lui. D'accord? Et plus il est léger, plus il peut se barrer vers l'avant, plus la force que le gros cube exerce sur le petit devient faible. Okay? Et s'il est très léger, ben finalement ça pousse à peine dessus, donc la force est très faible. Par contre, même s'il est très léger, à partir du moment où vous le bloquez, vous l'empêchez de partir, la force qui exerce dessus est aussi forte quelle que soit la taille du cube que vous avez là. Okay? Donc si vous bloquez, les forces sont complètement transmises dedans. Okay? C'est pour ça que quand vous voulez casser quelque chose, vous cassez une noix, vous le faites sur un truc dur. Vous n'allez pas vous mettre sur un matelas pour casser une noix. À ce moment-là, la vitesse va être ralentie comme ça. Okay? Alors la dernière question, je vous la laisse faire, parce que c'est le même principe, sauf que vous rajoutez une force de frottement. Et la force de frottement, elle est aussi proportionnelle à la masse. Puisque la force de frottement, c'est un coefficient fois la réaction verticale, et la réaction verticale dépend de la masse.
Ok. Donc en fait, vous reprenez les équations, mais ça rajoute une force supplémentaire qui dépend elle aussi de la masse. Donc ça va changer un tout petit peu les choses. Ok. Parce que pour ce coup-là, le gros cube est plus ralenti que le petit cube. Ok. Et puis ce qu'on va faire, c'est le 2,8. Je vais le faire avec vous, le 2,10, pardon, assez rapidement, parce que c'est un exercice que je trouve assez marrant. Personnellement, je suis bien plus dire. Donc je vais vous mettre sur la voie pour le 2,8. Le 10, pardon. J'ai une petite question. Ouais, dites-moi tout. Dans le système B, comment on trouve que f de AB égale à f de B? F2. Dans le système B, on trouve que f de A sur B c'est égal à f de B sur A. Toujours heureux, ça. L'action et la réaction, ça marche toujours. C'est pas f de AB égale moins f de B? Ah, si, non. En vecteur, vous avez raison, mais moi je parle en module. D'accord. Je parle en module. Ah non, vous avez raison, en vecteur. Moi je parle en module. Ça marche. Alors l'histoire du plateau oscillant, en gros, c'est assez marrant. Le problème, il est, je prends un plateau, puis je lui fais faire jeton. Alors je sais pas ce que je peux vous donner comme analogie physique, enfin c'est clair dans la vie, mais vous imaginez un plateau oscillant, et en fait au bout d'un moment, si vous le faites doucement, ce qu'il y a dessus va suivre le mouvement, puis vous le faites de plus en plus vite, au bout d'un moment ça se soulève, comme ça. Alors j'ai vu ça avec des systèmes de grains, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc vous faites ça, ça suit le truc, et au moment pling, vous avez tous les grains qui se mettent à sauter. Alors pourquoi c'est vrai ça? On va essayer de comprendre intuitivement ce qui se passe. En fait, on va dire que ce qui va faire changer, ce qui va faire décoller le truc, c'est l'endroit où, en gros, vous avez une accélération qui va compenser le poids. D'accord ? L'accélération, essentiellement, c'est comme une force, quelque chose près, et ça va compenser le poids. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. D'accord ? Donc, quand mon plateau se met à branler, il y a un moment où la vitesse varie beaucoup. D'accord ? Si la vitesse varie beaucoup, c'est que l'accélération est forte, et elle va éventuellement compenser le poids, et c'est là que les petits poids vont décoller. D'accord ? Les petits poids ou les hommes, d'ailleurs, si on fait ça avec des hommes. Donc, autrement dit, dans mon mouvement, il y a un instant, ou une période du mouvement, où la vitesse varie fortement, et c'est ce moment-là où on va pouvoir, éventuellement, avoir une annulation du poids. Donc c'est ça le principe du truc. Donc l'idée c'est qu'au départ il ne se passe rien, et si je vais assez vite, à un moment ça va décoller. Alors c'est le principe aussi des vols paraboliques que vous avez à Toulouse là-bas, pour entraîner faire plein de trucs, ce qu'on appelle la microgravité. C'est-à-dire que vous avez sur des vols paraboliques, alors vous pouvez montrer ça, vous avez une partie de la trajectoire où l'accélération peut annuler la pesanteur si vous le faites bien. Et donc vous avez dans l'avion des périodes, alors je ne sais plus, c'est 30 secondes, une minute, où vous avez ce qu'on appelle la microgravité, donc vous êtes quasiment à gravité nulle. Vous arrivez quasiment à annuler la gravité comme ça. D'accord ? Là, le moment où la vitesse varie correctement. Quoi, en fait, en gros. Donc il y a des avions qui font ça toute la journée, les montagnes russes, pour faire des trucs. Voilà, donc le principe c'est ça. Alors vous me direz comment on fait ça, c'est assez trivial parce que là, on a la position. Si on dérive, on a la vitesse. Si on dérive, on a l'accélération. Il suffit de chercher où l'accélération est maximale et de regarder si éventuellement elle peut annuler la pesanteur. C'est trivial, le programme il est facile. Voilà, donc en fait, on vous pose des tas de questions intermédiaires, mais essentiellement vous pouvez le faire. Je vous laisse 10 minutes pour le chercher. On a la position, vous cherchez la vitesse, l'accélération, c'est ça qu'on vous donne. Et puis essentiellement après vous cherchez la fréquence, et à un moment avec une fréquence qui va bien, ça va faire sauter le truc. Voilà, c'est ça. Voilà, je vous laisse faire. C'est trivial comme exercice, ça paraît compliqué, mais c'est une simplicité biblique. Alors attends, faut que
je coupe ça, sinon ça va me faire des... Donc, le plateau oscillant, c'est le 2 combien chez vous déjà? 2,13 hein? Donc, l'exercice de 10. Donc, on va essayer de le résoudre un petit peu, s'il vous plaît. On n'a pas longtemps à tenir. Donc, l'exercice de 10, c'est simplement un plateau. Et puis ici, vous le faites osciller. Ce qui fait qu'il a une attitude x qui vaut simplement 1 cosinus oméga t. Donc je mets oméga t plutôt que de pi f, hein, ça c'est plus sympa. Voilà. Hein? Non mais je mets oméga t au lieu de oméga. Ouais, c'est plus. Je mets une pulsation, c'est plus sympa. Plus compact. C'est oméga, c'est de pi f. Donc en fait, on va simplement écrire les équations du mouvement. Donc ça, c'est une trivialité. Hein. Si on a x égale à a cosinus oméga t, on a v qui est égal à a moins a oméga sinus oméga t, puis on a l'accélération qui est égale à moins a oméga au carré cosinus oméga t. Bon. Ça, on n'a pas inventé grand-chose. Alors, on peut quand même regarder ce qui se passe si on trace ces trucs-là. Hein? C'est la vitesse et l'accélération de mon plateau. Mais si je dérive à chaque ligne, je dérive d'un cran. Ben, A cosinus, A sinus, c'est... oui, ça, COS, c'est un cosinus. Sinus, c'est un cosinus. Ok. Hein? Le? Attendez, je dérive là. Ah ouais. Alors chaque fois que vous dérivez d'un cran, vous avez un oméga qui apparaît. Bon, il se trouve qu'ici, bon, voilà quoi. Alors le signe moins ici, alors dans ce cas-là, on s'en fout un peu, mais il ne faut pas oublier le signe moins, des fois c'est important. Ok. Donc dérivé cosinus, c'est un moins sinus, vous avez un oméga qui sort parce que vous avez oméga t dans l'argument. Et ici, vous avez à nouveau un oméga carré qui sort, et la dérivée de sinus, c'est plus cosinus, donc vous n'avez pas de numéro qui sort ici. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a vu en cinématique, hein. C'est tout bête, c'est à une dimension, donc c'est tranquille. Alors, il y a un truc qu'on peut simplement regarder si on veut simplement faire ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, pour se rendre compte de ce qui se passe. Si je suis en train de tracer, alors un truc qui est sympa à tracer, c'est la vitesse, fonction du temps. On va tracer V. Et on sait que c'est une fonction qui est une fonction... alors c'est un sinus, hein, c'est un sinus, un cosinus. Donc c'est un truc qui va être comme ça. Putain, il est beau mon sinus. Hein. Et en fait, si vous regardez, la question qu'on vous pose, c'est en gros... il faut regarder où c'est que la vitesse varie beaucoup. Et en fait, la vitesse varie beaucoup. Là, on a une pente forte. C'est-à-dire que notre grain de riz va décoller par là. D'accord? Si on a une annulation de la pesanteur, elle sera par là. C'est à cet endroit-là qu'on va éventuellement avoir une annulation de G. Et alors, en fait, vous le voyez ici, parce que ce truc-là, il intervient dans l'argument du sinus ici. Et plus l'argument du sinus est grand, plus l'oméga est grand, plus ce truc-là est pentu. D'accord? Alors pourquoi? Vous pouvez le comprendre très simplement, intuitivement. Quand le oméga augmente, en fait, vous rapprochez ces deux points, ces deux sommets se rapprochent. Donc si ces deux sommets se rapprochent, ce truc-là est de plus en plus pentu. Ouais. Pour le A, j'avais mis A, 1 sur 2, moins A W carré, A W. Attendez, je vais vous... Moins A, j'ai pas fait droit, mon truc. A oméga carré, cos oméga t. Ouais. J'avais mis 1 sur 2. Pourquoi? Parce que si on dérive oméga au carré, ça fait pas 2 oméga puissance 1. Ah si, oui, il faut faire un 2. J'ai mis un 2, mais je sais pas si c'est... Attendez, quand vous dérivez à oméga sinus 2 oméga sinus oméga t, vous avez un demi qui apparaît? Non, il y a un 2 qui apparaît sur... quand on dérive x au carré, la dérivée de x au carré, c'est 2x, non? Ouais. Mais du coup, là, c'est la même chose avec oméga, non?
La dérivée de x au carré c'est 2x, ouais. Ouais, et donc la dérivée de oméga au carré c'est 2 oméga. Ouais. Donc du coup je mets dans la formule de A, 1 sur 2, un demi du coup. Ah oui, mais attendez, dans ce sens-là, vous intégrez. Hein. Vous dérivez pas. Ah oui, toi, t'intègres. Si tu reviens, c'est une intégration. Dans ce sens-là, on dérive, dans ce sens-là, on intègre. Oui, je suis d'accord avec vous. Je comprends. Enfin, je sais plus du coup quand est-ce qu'on met ce demi ici. Et ce demi, il va apparaître quand vous intégrez, effectivement. Mais ce 1 demi, il vient pas. Non, mais ce carré, il vient pas de la primitive de oméga. Il vient de l'argument du sinus. C'est-à-dire que ah oui, j'y suis, je comprends ce que vous comprenez pas. C'est que ah oui, d'accord. C'est que vous voulez intégrer ça comme un barbare, c'est ça le problème. C'est-à-dire que allez, je sais ce qui vous chagrine, c'est que quand vous voulez intégrer un truc avec un x carré, vous avez un demi qui apparaît, souvent. C'est ça qui vous pose problème. Il ne faut pas oublier que là, c'est oméga carré fois cosinus oméga t. Et quand vous intégrez ça, vous n'intégrez pas oméga carré, vous intégrez oméga carré cosinus oméga t. Et la primitive, c'est pas du tout un truc en 1/2 de machin truc. Parce qu'il faut tenir compte du cosinus oméga t qui va vous manger un bout de ce truc-là. Du coup, pour arriver de A vers de V vers A, il faut faire quoi? Il faut intégrer? De V vers A, il faut dériver. Il faut dériver ça aussi. Ouais. On ne peut pas intégrer pour arriver à A. Hein? Pardon? Si on repart de A et qu'on va vers B. Si vous partez de A, vous l'intégrez, vous trouvez V. Mais la primitive de A, c'est bien V. C'est bizarre. Ah ben sinon, parce que La dérivée de A oméga sinus oméga t. la primitive, vous voulez dire. La primitive. La primitive, ouais. C'est bien ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. En la simplifiant. Ah non, mais c'est bien ça le problème, c'est qu'il y a le cosinus que dont vous voulez pas tenir compte. Ah, ok. Eh ouais. Oui, le cosinus, ça change. Il faut bien prendre la primitive de oméga carré cosinus. Il ne faut pas l'oublier le cosinus quand vous cherchez la primitive. La meilleure preuve, c'est que si vous êtes d'accord que ça, c'est la dérivée de ça, forcément, ça, c'est la primitive de ça. Vous n'avez pas le choix. D'accord? Et le problème, c'est que vous oubliez, quand vous prenez la primitive, vous êtes obnubilé par ce carré-là, et vous oubliez qu'en fait, il faut prendre la primitive de oméga carré cosinus. Il n'y a pas d'un demi, mais surtout cette primitive-là, il faut bien prendre la primitive de l'ensemble. Et pas seulement du oméga carré. De même que quand vous dérivez, vous avez tendance à oublier le oméga qui est là et qui passe devant. Quand vous primitivez. La primitive de oméga carré cosinus oméga. C'est ça. C'est un oméga au cube. Non. La primitive de oméga carré cosinus oméga t, c'est ça. C'est oméga sinus oméga t. Parce que quand on dérive. La meilleure preuve, c'est quand vous dérivez oméga sinus oméga t, vous trouvez bien oméga carré cosinus. Donc si vous la dérivez, si dans un sens vous dérivez, c'est que dans l'autre sens c'est la primitive. Ça, il n'y a pas de souci. Donc l'endroit où la vitesse varie le plus, c'est là. Et donc si vous augmentez oméga, vous rapprochez ces deux max. Donc vous augmentez la pente. Donc c'est là ce qu'on va chercher. À un moment, si cette pente augmente de plus en plus, est-ce qu'à un moment ça va sauter. Donc en fait, ce qu'on cherche tout bêtement, c'est est-ce que l'accélération, à un moment, va devenir plus grande que g. Donc, sur mon petit si je regarde sur un petit cube que je pose là, les forces que j'ai, quelque chose. Les forces que j'ai, c'est la réaction du support. D'accord? Et puis, c'est la pesanteur ici. D'accord? Donc, j'écris que la somme des forces est égale à... Ah, le problème, c'est que j'écris un... égal à M A de... J'ai fait le problème de notation là. On va écrire que la réaction du support
c'est égal à mg moins mx point, d'accord? Et on cherche l'endroit où ce R est minimum, puisque le R, l'objet décolle si R est égal à 0. D'accord? Donc ça, c'est un principe de base quand on vous dit est-ce qu'un objet décolle. Si un objet appuie sur la piste, sur le sol, c'est qu'il ne décolle pas, puisqu'il est en train d'appuyer. Le moment où un avion décolle, par exemple, c'est le moment où le sol arrête d'appuyer sur l'avion. D'accord? Si l'objet arrête d'avoir une réaction sur l'avion, c'est que l'avion est en train de décoller. D'accord? Donc on va chercher le minimum de R. On cherche le minimum de R. Alors le minimum de R, si vous regardez bien cette formule-là, vous voyez que A est minimum quand cosinus oméga t vaut 1. D'accord? Que le cosinus il varie entre moins 1 et 1. Et vous voyez que, que A est minimum quand le cosinus oméga t vaut 1. Donc vous en déduisez immédiatement que R min pour... On ne devrait pas l'écrire comme ça. Que R est égal à mg moins m a oméga au carré. Comment on trouve la dernière ligne? Alors, pour voir, je vais mettre un indice min, ne bougez pas, comme ça vous aurez déjà ça à trouver. Okay, ici, R min. Alors, si vous regardez ici, donc j'ai R, ça vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Donc je cherche le minimum de R. Donc le minimum de R, il faut que x point soit maximum. D'accord? Et si je regarde x point, l'accélération, elle est maximum quand cosinus oméga t est égal à 1. Et donc il me reste moins a oméga carré. Ok? Donc je vais vous le mettre si vous voulez comme ça. Là je dis que c'est max. Voilà, c'est max pour cosinus carré. Alors maintenant on cherche la condition pour que R min soit égal à 0. Il suffit que je regarde ça et vous trouvez simplement que oméga est égal à G sur A. Avec une racine carrée. Ok? Alors comme on est un peu en retard, pour avancer pour la semaine prochaine, vous ferez le 2,8 et le 3,1. Ok? Et vous faites passer le message. Bien, donc je vous avais promis un corrigé un petit peu détaillé du problème 2.11 qui porte sur la machine d'Atwood. Donc la machine d'Atwood, hein, c'est tout connement, c'est un nom savant pour dire le problème du contrepoids. Donc essentiellement, si vous mettez un contrepoids, ce qui est le cas dans un ascenseur, vous n'avez pas à monter, si vous avez à monter toute la masse, mais le contrepoids vous permet d'avoir une diminution entre guillemets du G effectif, ce qui vous permet de ne pas avoir un moteur qui a à se taper toute la montée, tout le poids de l'ascenseur. Donc la machine d'Atwood, hein, c'est tout bêtement un premier carré
premier carré, première masse qui est là. Une deuxième masse qui est là. Alors on va faire comme si elle était plus lourde, donc on va faire plus grosse. Comme ça. Et puis une poulie qui se balade par là. Alors évidemment dans mon cas c'est pas bien fait, donc on va la mettre là. Et puis il y a un fil qui les relie. Alors, pour que ça soit bien fait, il faut à peu près que les masses arrivent en dessous de la poulie, hein, sinon c'est ridicule. Voilà, on va dire que le fil relie à peu près la poulie comme ça. Bon. Donc on a une poulie qui a une masse M1 et une masse M2 ici. La poulie a une masse T. La poulie a on va l'appeler P et on s'en fout un peu. Alors on dit c'est qu'on a une poulie parfaite, hein, donc on n'a pas de problème de frottement. Donc on va simplement regarder les différentes forces qui s'appliquent là-dessus. Donc on a ici le poids P, P1. Ici on a le poids P2. Bon, je vais mettre des petites flèches, hein, comme ça fera plus propre. Puis ici on a la tension T1. Puis ici on a la tension T2. Donc on regarde deux systèmes hein, séparément, on regarde le système 1 et le système 2. Alors cette notion de système en fait dans cet exercice elle est assez importante parce que si on prend le système total on pourrait aussi avoir les tensions sur la poulie, la réaction de la poulie et tout ça, mais enfin ça ne nous permettrait pas forcément de résoudre l'exercice. Donc c'est un tout petit peu délicat ici, il faut quand même bien regarder le système qu'on définit hein, et bien définir ces deux systèmes là séparément pour que ça ait un sens. Bien. Donc, alors la première question qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que vous pensez des tensions 1 et 2 ? Alors ça, c'est pas très compliqué, parce que comme on a une poulie parfaite, donc on n'a pas de frottement en fait, eh bien les modules de T1 et T2 vont être égaux. Vous avez les modules de T1 et les modules de T2 qui sont égaux. Donc ça va avoir son importance pour la suite. Alors il faut faire attention parce que souvent on confond deux choses. Quand on dit que les modules sont égaux, ça ne veut pas dire du tout, par exemple, que ce module-là est égal à moins P2. D'accord ? Ça veut dire simplement que ce module-là, T1, il est égal au module de T2. La force elle est complètement transmise le long du câble. Mais ça ne veut pas dire que T2 est égal à moins P2, par exemple. La meilleure preuve, c'est qu'on arriverait à une aberration, puisqu'on aurait ici T2 qui est égal à moins P2, ici T1 qui est égal à moins P1, et comme T1 serait égal à moins T2, on arriverait à P1 égale P2, ce qui évidemment est complètement con. Donc il faut faire attention qu'on a bien ici la transmission de la force le long de la corde, mais on n'a pas forcément T2 égale P2. Donc c'est ce que je vous disais la dernière fois, si vous sautez par la fenêtre suspendu à un truc très lourd, ça vous tire vers le bas, plus fortement que si vous êtes attaché à un truc léger. Donc pour prendre un exemple qui est moins dangereux, quand vous êtes dans l'eau, si vous attachez à un truc très lourd, vous descendez très vite. Si vous êtes attaché à un truc léger, vous descendez moins vite. Donc la tension ici, elle va dépendre de ce qu'il y a en dessous, mais par contre, la force, elle est bien transmise le long du fil. Bien, ensuite, on va écrire la relation fondamentale de la dynamique, ou alors vous les appelez plus comme ça, donc c'est toujours la méthode que je préconise. On va les écrire séparément du dessin pour ne pas être trop pollué par ces trucs-là. Donc si je résume un peu les forces, finalement, j'ai pas grand-chose hein, sur cette histoire, c'est assez facile. Donc les forces, c'est simplement ici PEM1 fois G, T1, et puis j'ai ici une accélération que je vais vous mettre en bleu, par exemple, qu'on va appeler A1. Et de l'autre côté, j'ai la même chose, sauf que j'ai ici M2G, T2, et puis ici j'ai A2. Alors ce qu'on va faire, c'est un truc vachement gonflé, on va écrire la relation fondamentale de la dynamique pour ces deux objets. Et c'est là que ça vaut le coup de bien avoir choisi notre système, hein, parce que si on l'a mal choisi, on obtient des équations qui sont justes, hein, mais qui ne servent à rien. C'est ça le problème, c'est qu'on dans ce genre de problème, on peut écrire à l'infini des équations qui sont justes, mais qui ne nous amènent pas à grand-chose. Alors on va appeler ça RFD1 et RFD2. Donc quand j'écris ça, j'obtiens simplement pour la 1. Alors je vais pas mettre des vecteurs, je vais projeter sur un axe à une dimension, donc on va dire qu'on projette là-dessus. Hein. Je tire ici un axe à une dimension.
d'accord, que je gradue vers le haut comme ça. Et donc ça va m'aider. Donc j'obtiens tout de suite que M A1, je vais écrire en noir, tiens que M A1 est égal à T1 moins M1G. Puis sur la deuxième, j'obtiens simplement que M A2 est égal à T2 moins M2G. Bon, alors, là, donc, si on reprend là sur ces équations, on va rajouter sauf que si vous... Alors, à partir de ces deux équations, on va pouvoir regarder ce qui se passe au niveau de la physique. Alors, la première chose qu'on a vue tout à l'heure, c'est que comme on a un fil parfait et une ampoule parfaite, eh bien, les forces T sont parfaitement transmises. Donc, la première chose qu'on a, c'est que T1 égale moins T2. Pardon, T1 égale T2. D'accord, en module. Par contre, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que quand j'en ai une qui monte, j'en ai une qui descend. Alors ça, c'est le scoop de la journée. Quand j'ai une machine d'Atwood, si j'ai M2 qui descend, j'ai M1 qui monte. Mais alors, ce qui est le plus extraordinaire encore, c'est que comme j'ai un fil rigide, M1 monte de la même côté que M2 descend. Et ça, c'est encore plus balèze. Et ça veut dire que si vous regardez les accélérations, en fait, vous avez un système rigide. Autrement dit, vous avez A1 qui est égal à moins A2. D'accord ? Et alors, si vous prenez ces deux trucs ensemble, ici, vous obtenez simplement la chose. Alors, M1 et A2, du coup, on va les appeler simplement A. D'accord ? Ça, on va l'appeler A. Eh bien, vous pouvez réécrire vos équations de la façon suivante. Vous avez MA est égal à T moins M1G. D'accord ? Puis ici, vous avez moins... Alors, vous pouvez quand même garder les indices que je suis en train d'oublier allègrement. Donc là, j'ai un M1, là, j'ai un M2. Et là, j'ai un M1. Je vais l'écrire proprement. Je sais pas. Donc là, c'est un M1, là, c'est un M1 et là, c'est un M1. Et là, c'est un M1A. Et là, j'ai un moins M2A qui est égal à T moins M2G. Alors, quand on a ces équations, c'est assez facile de résoudre. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir qu'on va s'intéresser, par exemple, à supprimer ce terme. Et pour supprimer ce terme, il suffit simplement de multiplier le premier par M2, hein, et de multiplier le second par M1, et puis de faire la somme, et vous obtenez directement, donc je vais vous marquer ça en dessous, vous obtenez ici M1, M2, moins M1, M2, A, d'accord, donc ça c'est fois M2, donc ça vient du premier terme ici, est égal à M2 plus M1 T. Donc ça, c'est ce terme-là, hein, qui va venir ici. D'accord ? Et puis ici, il va vous rester un terme qui va être moins 2 fois M1 M2G. Et ça, c'est ce terme-là qui va venir de ces derniers termes ici. Ok. Donc ça, vous le faites à la main tranquillement, hein, c'est pas bien compliqué. Voilà. Alors, si vous remettez tout ça ensemble, bon, évidemment, ce terme, il fait 0, hein, ça, vous l'avez bien compris. Et vous trouvez finalement que la tension T, vous mettrez tout ça en facteur pour que ça aille bien, et vous trouvez 2M1 M2G. Alors, si vous regardez la tension du fil, ben, en fait, on va regarder que le KM2, hein, si vous voulez. Le KM2, vous avez simplement su que l'accélération, donc si on repère, en fait, les deux seules difficultés ici, c'est de bien isoler les bons systèmes pour écrire les bonnes équations qui, à ce moment-là, sont complètement triviales. Donc, vous avez les deux choses physiques à savoir, c'est que sur une corde indéformable, vous avez une transmission parfaite des forces.
Et puis la deuxième chose, c'est que comme on est sur un système rigide, s'il y en a un qui monte, il y en a un qui descend, bon ça c'est facile à le dire, et mathématiquement ça revient à le fait que l'accélération sont en signe opposé. Donc encore une fois, on a toujours les mêmes techniques, hein. On fait un gros dessin, on met les forces dessus, ensuite on isole les forces, ensuite on écrit les équations, et puis après bon, ben, on se lance pour les résoudre. Donc là en général, et j'aimerais que vous arriviez tous à cette étape-là, puis après on se lance dans la bataille. Ok, voilà ce que je voulais vous dire sur la machine d'Atwood, et je vous mets tout ça en ligne. Vous trouvez finalement que la tension T, elle fait 2M1 M2 sur M1 plus M2 fois G. Alors vous pouvez vérifier au passage un truc, c'est que on a bien une formule qui est homogène, hein, puisque vous avez ici quelque chose qui est un produit de masse, et ici une somme de masse. Donc quand vous faites le rapport, vous avez une masse au carré sur une masse, donc il vous reste bien une masse, fois une accélération, et une masse par une accélération c'est une force, donc vous avez bien une tension qui est une force, donc vous avez bien une force qui est égale à une force. D'accord? Donc vous avez bien trouvé un résultat qui au moins est homogène. Ok? Donc, si vous avez le cas particulier qui vous propose, pour le cas particulier, donc il vous propose le cas M1 est égal à 2M2. Bien, vous le faites directement et vous avez T. Donc si vous avez M1 égale 2M2, vous trouvez ici 2M2, ça va vous faire 4 M1. Donc ça vous fait 2 fois 2M2 fois M2 sur fois 2M2 plus M2 G. Et vous trouvez ça fait 4M2 carré sur... pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le G ici, moi. Le G, il est là-haut. Sur 3M2. C'est égal à 4 tiers de M2G. Voilà, ça c'est ce que vous demandez. Je ne sais pas pourquoi c'était l'application numérique particulière. Voilà. Alors l'application, l'accélération subie par les masses à l'accélération de la pesanteur. En fait, vous subissez l'accélération subie. Donc on va regarder l'accélération subie par 2. Subie par 2. On revient aux équations de la dynamique. Et alors ce que vous voyez tout de suite, c'est que les équations de la dynamique vous donnent que M2 A2 est égal à T moins M2G. D'accord? Donc il suffit de remplacer, hein, ça vous faisait A2 est égal à 1 sur M2 multiplié par 4 tiers multiplié par 4 tiers de M2 4 tiers moins 1 M2 fois G. Donc les M2 vont simplifier et 4 tiers moins 1 ça fait 1 tiers. Voilà. Voilà, donc l'accélération subie par la masse 2, vous voyez qu'elle fait plus que 1 tiers de la pesanteur. Donc l'intérêt, c'est quand vous faites un jeu comme ça, finalement vous avez une masse, enfin une force, un poids de la masse 2 qui est réduite, qui ne fait plus que 1 tiers du poids qu'aurait la même masse si vous la soulevez sans le contrepoids. Donc c'est l'avantage évidemment du contrepoids. Et puis si vous faites M1 égale M2,
vous trouvez que normalement vous avez t qui compense exactement le poids, et vous trouvez que l'accélération est forcément 0 à ce moment-là. D'accord ? Voilà, donc ça c'est l'exercice de la machine d'atout. Donc il est très simple. La seule difficulté, un peu de mal, celles-ci sont faciles.